Le marketing, c'est bien, mais les projets sportifs, c'est quand même un petit peu mieux. C'était mes mots après l'énième élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Depuis, beaucoup de choses ont changé au sein du club du Paris Saint-Germain, notamment au niveau de la direction, mais aussi avec l'arrivée de jeunes joueurs talentueux ayant tout approuvé, et c'est ça qui a fait selon moi la différence. Aujourd'hui, le club de la capitale française est double champion d'Europe en titre, mais on veut beaucoup plus. Une fois c'est bien, mais une fois c'est bien, on n'est pas le droit de pour la finale. On revient l'année prochaine pour la troisième. Alors comment continuer à faire tourner une machine qui rase déjà absolument tout sur son passage, mais surtout à réussir à pallier les départs des remplaçants et des indésirables? On va voir tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Mercato Parfait sur le PSG, c'est parti. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo, les amis, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à la direction sportive dont je n'ai pas assez parlé à mon goût dans mes vidéos récentes. Alors je trouve que le duo entre Luis Campos et Luis Enrique, surtout depuis l'arrivée de Luis Enrique, est absolument impeccable. On a vraiment l'impression que ces deux hommes-là s'entendent sur le bout des doigts, se comprennent sans même se parler. Luis Campos sait répondre aux demandes de Luis Enrique, on l'a vu lors du recrutement qui a été absolument fabuleux et qui nous a permis de gagner cette première Ligue des Champions en grande partie en 2025 avec le recrutement de João Neves, de William Pacho, de Désiré Doué et surtout de Matvei Safonov. Donc je pense que c'est une chose à souligner, le travail de Luis Enrique est à souligner, mais il est accompagné par un Luis Campos qui est un directeur sportif qui a du flair et qui a su répondre aux exigences technico-tactiques de l'espagnol avec un recrutement intelligent, et je trouve qu'il y a une excellente complémentarité entre les deux hommes. Il faut aussi, je pense, souligner le retrait d'un point de vue sportif d'un Nasser Al-Khelaifi qui a été, je pense, aussi bénéfique pour le club. On a vu quand même que lors de la première année de recrutement, lors de l'année d'arrivée de Luis Enrique, il avait encore un petit peu la main avec les arrivées d'Arandal Kolo Muani et surtout d'Ousmane Dembélé qu'il a voulu voir venir l'été dernier, on s'en rappelle. Là, il a su laisser les deux hommes travailler et c'était l'un des défauts de Nasser Al-Khelaifi, qui a su apprendre de ses erreurs et qui a su mettre les bons hommes au bon endroit et qui a su leur faire confiance, et ces succès-là sont aussi en grande partie grâce à lui, et ça je pense que c'est une chose à souligner malgré tout. Alors au niveau de la composition d'équipe, on sera sur du classique, on partira sur un 4-3-3 basique avec un numéro 9 qu'il faudra remplacer vu le départ de Gonzalo Ramos, des ailiers qu'il faudra peut-être aller chercher puisque Bradley Barcola, après il y a des signes un peu discordants qui disent qu'il est sur le départ, il y en a d'autres qui disent qu'il n'est pas sur le départ, donc ça m'étonne un petit peu. On va voir ça tout ça ensemble. Et le budget Mercato est lui d'entre 200 millions d'euros et 300 millions d'euros sans les ventes. Donc si on compte les futures ventes de Kangin Lee qui est de 40 millions et surtout la vente de Ramos qui a été effectuée avant qui est de 75 millions d'euros sans compter les bonus, je pense que là on va être sur un Mercato qui pourrait se dire all time, mais je pense que d'abord l'objectif sera de remplacer les joueurs qui sont partis, et c'est d'ailleurs l'objectif du club avec le recrutement probable d'un Elie Kropi Junior, mais aussi de Yann Dumandé pour remplacer le départ probable d'un Bradley Barcola. Notre objectif quant à nous sera de recruter jeunes dans la moyenne d'âge du club, c'est-à-dire entre 23 et 28 ans, qui a une marge de progression, qui n'ont pas ou peu prouvé au haut niveau, qui ont donc encore la dalle et qui voudront jouer sous les ordres de Luis Enrique au sein du club du Paris Saint-Germain. Et surtout, et ça je pense que c'est le point le plus important, et c'est d'ailleurs ce que Luis Enrique recherche énormément, c'est des joueurs polyvalents. Alors on commence tranquillement avec les gardiens de but, on dispose de 4 gardiens de but, on dispose de Matvei Safonov, Lucas Chevalier, Alessandro Longoni, qui lui est un nouvel arrivé du côté du club du Paris Saint-Germain, qui est arrivé librement en provenance de l'AC Milan, mais aussi de Renato Manin, qui était 3e gardien la saison dernière, qui a un petit peu joué, mais qui a été prêté cette saison au sein du club portugais de Madeira Nacional. Alors on commence tout d'abord avec mon titulaire, je pense que ça ne fait aucun doute, au vu de sa saison, au vu de sa trajectoire, au vu de ses progrès au sein du club du Paris Saint-Germain depuis ces 2 dernières années, je pense qu'un Matvei Safonov doit évidemment être titulaire au sein de l'équipe de Luis Enrique. Pourquoi ? Alors tout simplement, j'ai fait une excellente vidéo pour résumer sa trajectoire impressionnante au sein du club du Paris Saint-Germain que je vous conseille d'aller voir, qui est disponible en barre de description et en commentaire épinglé. C'est un joueur qui a eu une trajectoire assez compliquée, qui est arrivé pour être numéro 2, qui n'a pas accepté son sort et qui a su se battre et travailler sans relâche pour être numéro 1 à présent. Lors du match face à Rennes, il a été titulaire après la blessure de Lucas Chevalier, énormissime face à Monaco. Il a su monter en puissance et surtout s'affirmer au sein du groupe du Paris Saint-Germain et surtout être très bon dans les matchs importants, lors du match face à Chelsea ou lors du match face à Liverpool avec un très grand Marquinhos. Il a su se démarquer dans Lucas Chevalier, surtout d'un point de vue mental, où je trouve que selon moi l'international français, qui n'a d'ailleurs pas été sélectionné dans cette Coupe du Monde, a failli énormément. Donc je pense globalement que sa place est méritée. Lucas Chevalier, moi si ça ne tenait qu'à moi, je pense que son départ ne serait
pas une si mauvaise chose pour peut-être faire monter un Manin, mais Manin est parti. Et surtout, Lucas Chevalier a dit que lui était disposé à se battre pour regagner sa place. Je pense que c'est une excellente chose d'un point de vue mental. On verra ce que ça donne la saison prochaine. Je pense pas que pour moi, la hiérarchie doit bouger. Tandis qu'Alessandro Lugoni, je pense qu'en tant que numéro 3, ça pourrait largement faire l'affaire pour cette saison vu que Manin est parti du côté du Portugal. Alors on continue avec les défenseurs, on va commencer tout d'abord par les défenseurs centraux, bien évidemment on dispose de William Pacho, Marquinhos, Ilya Zabarni, Lucas Hernandez, éventuellement Lucas Beraldo qui peut jouer à ce poste-là, et aussi El Anache qui revient de son prêt du côté de Montpellier. Alors dans ce secteur-là, je pense que ça ne doit pas énormément bougé. Pour moi, je pense que la hiérarchie est très bien établie entre William Pacho, Marquinhos qui sont titulaires, qui sont pour moi indéboulonnables. Marquinhos, j'avais des petits doutes quand même au vu de sa saison, au vu de sa forme, mais il a su vraiment me faire taire à partir des phases à élimination directe. Je trouve que comme les autres joueurs, je sais pas ce que leur donnent les nutritionnistes, je sais pas ce que leur fait faire le coach, mais où à chaque fois à cette période de la saison, et c'est la deuxième saison consécutive, il monte en puissance. Je m'en souviens notamment de son match face à Liverpool où il a été absolument extraordinaire. Et même globalement, lors de cette saison-là, je l'ai trouvé bon. Marquinhos, il arrive sur ses 33 ans maintenant, mais je le trouve toujours aussi impressionnant. Il est évidemment bien aidé par William Pacho, qui lui est pour moi un défenseur absolument fabuleux aussi, mais il garde tout de même un niveau que je trouve satisfaisant. Donc cette charnière-là me convient parfaitement. Enchaînons maintenant par un Ilya Zabarni, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur les flops de la saison au sein du club du Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'il devrait partir, puisque, et ça je l'ai mentionné, mais il y a beaucoup qui veulent pas écouter ce que je dis dans mes vidéos. À un moment donné, c'est votre problème, que lors de ces 3 derniers mois au sein du club du Paris Saint-Germain, l'international ukrainien a été plutôt pas mal, et même monté en puissance lors du match face à Lens, où je trouve que vraiment, là, on avait un autre défenseur. J'ai hâte de voir sa progression, j'ai hâte de voir ce que Luis Enrique va faire avec lui. J'espère juste quand même qu'il jouera quand même, vu que la Ligue des Champions, où il y a quand même beaucoup de matchs, et qui est quasiment un championnat à part, j'espère qu'il pourra jouer peut-être un petit peu plus en Ligue des Champions. Si on parle aussi du cas d'un Lucas Beraldo, je pense que lui, je le mettrai plus en tant que numéro 6. Et évidemment, j'oublie pas le cas d'un Lucas Hernandez, qui lui peut jouer aussi à ce poste-là, mais aussi en tant que latéral gauche et qui est un joueur plutôt polyvalent. Enchaînons par les latéraux maintenant, où on dispose de pas de matière à ce niveau-là, où on dispose d'Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Yoram Zagué qui revient de son prêt du côté du KS Open. Warren Zaïre-Emery qui lui est une alternative, peut-être Achraf Hakimi qui peut peut-être jouer à ce niveau-là. Et j'oublie pas aussi David Boly, l'excellent espoir qui peut peut-être remplacer aussi un Achraf Hakimi à ce poste-là. De ce côté-là, je pense pas aussi que la hiérarchie devrait énormément être bousculée cette saison. Je trouve globalement, alors sa Coupe du Monde a été vraiment mauvaise, mais qu'Achraf Hakimi évidemment devrait rester au sein du club du Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été sa meilleure saison, je trouve. Il a été très très bon, mais je l'ai trouvé beaucoup plus impressionnant la saison dernière. Après, je pense que là, je chipote un peu. Un Nuno Mendes aussi. Sur la fin de saison, les deux ont été globalement très très bon, mais sur toute la saison, j'ai pas trouvé que c'était les mêmes flèches qu'on a eu la saison dernière, où je trouve que globalement, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me donner votre avis en commentaire, mais que c'était des joueurs en sur-régime. Et donc si ça ne tenait qu'à moi, je pense que du côté droit, je ne toucherai absolument rien et je garderai un Warren Zaïre-Emery en tant que belle alternative à Achraf Hakimi à ce poste-là. On l'a vu, il a été absolument parfait lors du remplacement d'Hakimi quand il était à la CAN, et surtout son match référence face au Bayern Munich où il a su contenir un Luis Diaz en feu au match aller. Donc je pense pas qu'il y ait forcément de dépenses inutiles à faire à ce poste-là, surtout que Luis Enrique l'a plusieurs fois fait et ça a marché, surtout lors du match retour face au Bayern Munich où il m'a absolument éberlué. Néanmoins, du côté gauche, je pense que ça reste un petit peu light puisque, comme je l'ai dit, Lucas Hernandez est pour moi un défenseur central. Alors je sais que vous allez me dire qu'il a été meilleur en tant que latéral gauche la saison dernière, mais je pense que bricoler quand on a le budget et surtout ce budget mercato là, quand on a gagné tout ce qu'on a gagné là, et continuer à faire jouer un Lucas Hernandez par défaut à gauche, je pense que ce serait une faute grave. Et je pense qu'il y a un joueur qui semble parfait pour ce système de jeu, qui lui, contrairement à Lucas Hernandez, est beaucoup plus cérébral, beaucoup plus polyvalent et intelligent dans le jeu, qui peut jouer ailier gauche, qui peut jouer milieu gauche, qui peut jouer milieu central, qui peut jouer latéral gauche, qui a 25 ans, qui joue du côté de la Real Sociedad et qui a déjà joué sous les ordres d'un technicien espagnol
qui est nommé Pep Guardiola. Je pense que vous savez de qui je parle, c'est Sergio Gomez. Alors Sergio Gomez qui est sous contrat jusqu'en 2030 avec la Real Sociedad serait selon moi une superbe option pour le club du Paris Saint-Germain, qui est un joueur jeune, talentueux, qui n'a pas su s'imposer du côté de City, qui voulait beaucoup plus de temps de jeu, mais il y avait quand même de très gros joueurs du côté de City. Je pense que ça n'enlève rien son talent qui est selon moi assez indescriptible, qui a joué plus de 400 matchs du côté de la Real Sociedad et qui, je pense, d'un point de vue technico-tactique, saura s'adapter à la façon de jouer de Luis Enrique, qui est un joueur qui, je pense, ne rechignera pas à l'idée d'être remplaçant, et c'est un joueur qui peut jouer à absolument tous les postes du milieu de terrain comme de l'attaque, il peut jouer sur les deux ailes, donc je pense que ça serait un excellent Seny Mayulu bis, mais peut-être un petit peu plus que lui, et aussi habitué à jouer en tant que latéral gauche. Ensuite, pour terminer, je n'oublie pas aussi David Boly, qui lui aussi peut être une alternative à Achraf Hakimi. Si Achraf Hakimi et Zaïre Emery sont indisponibles, je pense qu'on peut le faire monter et le faire jouer avec gourmandise, contrairement à Zagué, qui lui, je pense qu'on renverra en prêt du côté d'un autre club, ou bien qu'on essaiera de vendre, puisque je pense pas que ça soit un joueur assez important dans ce collectif-là, comme je l'ai oublié d'ailleurs, Elan Nash, qui je pense on essaiera de libérer pour 5-10 millions d'euros s'il y a des clubs intéressés. Enchaînons par un secteur qui a longuement fait défaut au sein du club du Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain. Alors nous disposons de Vitor Machado Ferreira et Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Warren Zaïre Emery, Dro Fernandez, Seny Mayulu et enfin Lucas Beraldo qui a été installé à ce poste de numéro 6 l'année dernière par Luis Enrique. Je ne compte pas Kangini dans mon équation qui lui est sur le départ du côté de l'Atlético Madrid. Apparemment, il y a aussi le retour de prêt de Renato Sanchez qui a été prêté l'année dernière du côté de Braga. Moscardo quant à lui a été envoyé du côté de l'Espagnol Barcelone, donc il rentre pas aussi dans mon équation. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce beau monde là? Alors selon moi, et c'est apparemment d'ailleurs une décision du club selon certains médias français, pas grand chose devrait bouger à ce poste là, mis à part la montée de Lucas Beraldo à ce poste de numéro 6 qui est une chose que je trouve très bien. Alors vous trouverez une vidéo sur le cas de Lucas Beraldo que j'ai faite l'année dernière à la période où il explosait à ce poste de numéro 6 en barre de description et en commentaire épinglé. Lucas Beraldo qui est un joueur qui était au départ assez timide, qui est arrivé en janvier 2024 plus précisément, au moment où l'équipe de Luis Enrique commençait à se construire. Il a été directement intégré et mis au feu par Luis Enrique, où il a d'abord joué beaucoup de matchs de Ligue 1 et surtout le match le plus important de la saison qui était le quart de finale aller qui se joue au Parc des Princes de Ligue des Champions, où il s'est pris un bouillon complet puisque il n'a pas été instauré à son poste de prédilection, mais il a été instauré en tant que latéral gauche, ce que je trouvais au départ intéressant, puisque il n'avait pas montré de réelle qualité défensive, donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'il montrera plus de qualité offensive, surtout l'animation de Luis Enrique, on a vu que c'était pire que ça, et que offensivement il ne montrait rien, mais qu'en plus que défensivement il prenait l'eau complètement, donc c'était pas du tout intéressant, et donc après cela, il a traîné sa peine en tant que défenseur central, avec l'arrivée d'Ilya Zabarni, avec Marquinhos, avec Skriniar, enfin avec tous les joueurs avec lesquels il a joué les saisons qui ont suivi. Mais Luis Enrique a eu cette ingéniosité de l'instaurer à ce poste-là de numéro 6 pour remplacer un Vitinha qui était complètement cramé à ce niveau-là de la saison, qu'il fallait aussi préserver pour les matchs de Ligue des Champions qui arrivaient. On a tout d'abord eu son entrée face à Lyon où je trouvais que c'était presque du Thiago Motta ce qu'il nous proposait sans exagérer. D'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, je le trouvais super intéressant et intelligent. Dans tout ce qu'il faisait, c'était absolument classe et très propre techniquement. Je demandais à voir face à un adversaire peut-être plus fort, mais face à Lyon déjà c'était quand même très bien. Et puis après il y a eu le match face à Nantes où il a encore été bon à ce poste, il a même été titulaire et a joué beaucoup de minutes, il n'a pas joué tout le match je crois. Et puis surtout le match qu'il a selon moi le plus propulsé au haut niveau à ce poste là, après ça restait un adversaire moindre vous me direz, et vous aurez raison, c'est le match face à Angers où c'était selon moi l'homme du match. Ça passe sur le but de Seny Mayulu, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je m'en délecte jusqu'à maintenant. C'est un joueur qui a su progresser et qui a su changer de poste quand il le fallait, grâce à un Luis Enrique qui a fait part de sa capacité d'adaptation quant au profil de ses joueurs, et aussi un Lucas Beraldo qui a su s'adapter, et bravo à lui. Bon, on va passer très rapidement sur les trois titulaires, Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus. Peut-être que vous chipoterez par rapport à Fabian Ruiz qui a été moins présent la saison dernière, et surtout Warren Zaïre Emery qui a vraiment explosé à ce moment-là de la saison, après la blessure de Fabian Ruiz face au Sporting Portugal où on a d'ailleurs perdu ce match. Je pensais qu'un Warren Zaïre Emery allait traîner sa peine du côté de ce milieu de terrain, mais il a su montrer tout ce qu'il valait, c'est-à-dire que c'est
c'est devenu un joueur absolument fiable et indispensable au Paris Saint-Germain. Et c'est un joueur polyvalent qui a su jouer à différents postes et avoir le même niveau à différents postes, ce qui est un point quand même à souligner. Et c'est ce qui fait les grands joueurs et c'est ce qui fait que tu peux jouer sous les ordres de Luis Enrique. Donc je pense que, évidemment, si Zaïre Emery est titulaire à la place d'un Fabien Ruiz, ça ne m'étonnerait pas franchement, vu la saison qu'il a produite la saison dernière. Mais si Ruiz est titulaire, moi ça me dérangerait absolument pas, puisque Ruiz a fait ses preuves au plus haut niveau. Et surtout, la saison où on a gagné notre première Ligue des Champions, il a montré un niveau que Warren Zaïre Emery n'a jamais montré au sein du club du Paris Saint-Germain, tout talentueux soit-il. Je n'oublie pas aussi un Sergio Gomez qui peut jouer à ce poste-là de milieu de terrain, qui est un joueur polyvalent, comme je l'ai dit, qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, qui peut jouer en tant que milieu de terrain, et aussi un Seny Mayulu qui lui pourra continuer à grappiller les minutes. Seny Mayulu qui a lui aussi énormément contribué à la conquête de notre titre en Ligue 1, qui est un joueur super intelligent, qui a su jouer absolument tous les postes de l'attaque. Il a joué ailier droit, il a joué numéro 9 face au Barça, il a joué milieu de terrain la plupart du temps de la saison, il a même joué latéral gauche face à Angers après la sortie de Nuno Mendes. Enfin, c'est un joueur absolument complet et le technicien espagnol loue énormément ses qualités en conférence de presse de maturité et de précision technique. Donc je pense qu'il fera évidemment pas de chichi à être au sein de ce milieu de terrain et à grappiller les minutes aussi peut-être en attaque s'il y a un forfait d'un Dembélé ou d'un Barcola ou d'un Kvaratskhelia ou d'un Désiré Doué. Dro Fernandez aussi pourra contribuer à jouer un petit peu plus quand même. Je trouve que lors de ses 6 premiers mois, ça n'a pas vraiment été terrible. Il a eu quand même une belle petite rentrée face à Marseille, mais sinon il n'a pas vraiment su mettre son talent en évidence, mais il n'a pas beaucoup joué, c'est ça le problème pour moi. Donc on verra ce que ça donne la saison prochaine. Pour l'instant, je le laisse dans la rotation avec gourmandise, avec un Seny Mayulu. Et enfin, pour terminer, on dispose du boulet nommé Renato Sanchez. Alors moi, je sais pas trop quoi dire à son sujet. J'ai pas grand chose à rajouter que ce que j'avais dit dans mon Mercato Parfait en 2024. Je trouve que c'est un joueur qui a une carrière absolument chaotique et dramatique, qui avait commencé excellemment en 2016-2017, qui avait signé au Bayern bien trop tôt à mon goût, qui n'a pas été beaucoup sollicité et surtout qui a un problème indo-physique comme les Abu Dhabi, comme beaucoup de joueurs comme ça, ou tout simplement ça veut pas et son physique ne veut pas suivre. Selon moi, si j'étais au sein du club, on devrait plutôt trouver une solution pour reprendre son contrat, parce que prêter à la fin s'il joue pas, et puis surtout si on gaspille de l'argent par la fenêtre, je pense pas que ça soit forcément une bonne idée. Je pense que pour lui, pour nous, ce serait une bonne idée de mettre fin à la collaboration. Et enfin, terminons par le secteur offensif où nous disposons de nombreux joueurs, notamment Randal Kolo Muani qui revient de son prêt du côté de Tottenham, Kvisha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, et enfin Ibrahim Mbaye et Quentin Jantou, les deux titis qui sont toujours là au sein du club du Paris Saint-Germain. Alors s'il y a un joueur qui, selon moi, il faudrait faire partir illico presto du club du Paris Saint-Germain, c'est Randal Kolo Muani. Alors Kolo Muani qui est un flop absolument retentissant au sein du club du Paris Saint-Germain sur ces dernières années, au sein du règne Luis Campos Luis Enrique, qui est arrivé par le biais de Nasser Khelaifi et qui a fait 6 premiers mois et a été mis en confiance par Luis Enrique, mais malheureusement il a jamais su lui rendre l'appareil, où il a fait un seul bon match face à Marseille, mais sinon le reste c'était absolument cataclysmique. Je pense pas que ça soit un joueur qui ait le niveau d'intelligence tactique pour jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain, et surtout dans un club dirigé par Luis Enrique, qui est un entraîneur qui demande énormément de choses, surtout à ses numéros 9, de décrocher, de faire jouer les autres plutôt que soi-même, et surtout je pense pas qu'il ait le niveau technique pour jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain. Avec le nombre d'un but au total cette saison du côté de Tottenham, je pense pas que c'est ça qui ferait changer d'avis les dirigeants parisiens. Je pense qu'il est le temps de se dire au revoir. Il est d'ailleurs courtisé une nouvelle fois par la Juventus qui souhaite le recruter pour au moins 35 voire 40 millions d'euros. Moi je pense que ce serait une excellente vente, donc bon vent à lui. Ensuite nous disposons d'ailiers de très haut niveau, notamment Kvisha Kvaratskhelia, que je mettrai évidemment titulaire au sein du club du Paris Saint-Germain. Kvisha Kvaratskhelia qui a, je pense, réalisé la meilleure saison de sa carrière, que ce soit en termes statistiques, en termes d'accomplissement, mais surtout en termes d'évolution personnelle. C'est un joueur qui a pris une autre dimension cette saison au sein du club du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il en a pris aussi quand il est arrivé, et c'est aussi grâce à lui qu'on a gagné notre première Ligue des Champions l'année dernière, mais il a
pris un rôle de leader supplémentaire, surtout au niveau statistique, dans les phases qui comptaient. Il a quand même marqué 2 fois face au Bayern Munich, il a été décisif dans tous les matchs possibles à partir des phases d'élimination directe. Donc si on a gagné ce trophée, c'est en grande partie grâce à lui qui était un petit peu plus discret l'année dernière. Je n'oublie pas aussi un Ousmane Dembélé que évidemment j'alignerai, qui a été un petit peu moins présent cette saison. J'ai un petit peu peur que ça se reproduise la saison qui suit, parce que c'est un joueur qui va sur ses 30 ans, mine de rien, et qui a toujours été pendant toute sa carrière un joueur fragile, mais je pense que c'est dû à l'accumulation de matchs, et c'était une situation qui était particulière, et puis il est revenu, il ne s'est pas non plus répété, et donc je l'alignerai avec gourmandise, comme d'habitude, le ballon d'or. On espère qu'il en remportera un autre dans cette ligne d'attaque. Alors enchaînons par le côté droit, où là ça s'est un petit peu resserré par contre entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Néanmoins je pense qu'un Désiré Doué a quand même montré plus de choses qu'un Bradley Barcola, malgré une saison qui je pense n'a pas été la meilleure de la part de Désiré Doué, ou d'un point de vue statistique il n'a pas franchement été là, mais néanmoins je n'oublie pas tous les efforts physiques qu'il fait, le fait que ça soit un joueur qui la saison dernière a plus fait briller les autres que s'être fait briller soi-même, on s'en rappelle tous de son fameux doublé en finale de Ligue des Champions, mais aussi de ses matchs face à Aston Villa et de son excellent match retour face à Liverpool. Il a pris un rôle un petit peu plus mesuré cette saison, un petit peu un rôle à la Joao Neves ou à la Fabian Ruiz. Je pense que c'est très bien fait et que la concurrence avec un Bradley Barcola ne ferait absolument pas de mal, sur le moins un Bradley Barcola qui pour moi est un petit peu meilleur en ailier gauche. Alors, comme vous le voyez jusqu'à présent, il nous manque un buteur pour remplacer le départ d'un Gonzalo Ramos qui est parti il y a de ça quelques jours du côté de l'AC Milan. Il faut un buteur qui réponde aux exigences technico-tactiques de Luis Enrique. J'ai vu que ça parle énormément d'Eli Junior Kroupi. Moi personnellement je ne serais pas pour, puisque c'est un joueur qui est beaucoup trop cher pour ce qu'il a prouvé. Il a marqué 13 buts la saison dernière en première ligue, ce qui n'est quand même pas rien pour une première saison pour un joueur de son âge qui a 19 ans, qui arrive de Ligue 1. Mais ça me semble absolument démesuré comme prix. Il y a un joueur dont on parle énormément, qui est espagnol, qui joue du côté du Barça et qui a joué énormément à ce poste-là, qui voudrait venir au Paris Saint-Germain selon Fabrizio Romano, et qui selon moi serait une excellente alternative à Ousmane Dembélé, qui n'est pas trop jeune ni trop vieux non plus, qui est dans la force de l'âge et qui fait jusqu'à présent une Coupe du Monde plutôt correcte, c'est Ferran Torres. Alors Ferran Torres, je sais qu'il n'est pas apprécié par de nombreux Barcelonais, notamment parce que des fois on a l'impression que c'est le joueur du siècle quand il rentre sur le terrain, et que des fois on a l'impression que c'est un joueur complètement quelconque, mais en tout cas ça restait une alternative plutôt correcte à Lewandowski, et jusqu'à présent ça n'était pas le joueur le plus contesté. Et je pense que pour remplacer un Dembélé qui joue énormément, et puis surtout avec les matchs de Ligue 1 qu'on a, les matchs de Coupe de France qu'on aura, ça serait une excellente alternative, et surtout pour répondre aux exigences de Luis Enrique. Et c'est un joueur qu'apparemment Luis Enrique apprécie énormément, donc moi ça me dérangerait pas pour à peu près 35 voire 45 millions d'euros. Moi je le prends volontiers, voilà, y a pas de souci. J'ai vu même qu'il était en fin de contrat en juin 2027 du côté du club du FC Barcelone, donc je pense même qu'il y aurait moyen de faire baisser le prix, puisque le Barça, et désolé pour mes amis barcelonais, mais un club toujours en quête de stabilité financière. J'ai oublié aussi de parler d'Ibrahim Mbaye aussi, que je mettrai dans la rotation avec gourmandise, qui a montré de bonnes choses les 2 premiers mois de la saison, et qui après le retour fin novembre de tous les titulaires a beaucoup moins joué. L'hiver on l'a quasiment pas vu, aussi avec la CAN, et lors de son retour on l'a absolument pas vu, puisqu'il a été substitué par les apports de Doué, de Barcola, qui ont marché sur la Ligue 1 et sur Chelsea. On l'a un petit peu vu avec le match face à Lens notamment, mais je trouve pas qu'il ait énormément joué cette saison. Si le joueur est enclin après, je serais pas contre, puisqu'il doit progresser, il doit surtout jouer vu son âge, mais s'il reste et qu'il est prêt à cirer le banc et à boucher pourquoi pas les trous et à jouer un petit peu en Ligue 1 afin à ce qu'il progresse, moi ça me dérange absolument pas. Néanmoins dans ce secteur-là, on voit qu'on dispose de beaucoup d'ailiers gauche, faux pieds et des droitiers, donc je pense qu'il y a un manque d'équilibre de ce côté-là, et puis surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le départ qu'il ne faut pas oublier de Kang In-lee qu'il faut remplacer. Alors selon moi, il y a un joueur qui ne joue absolument pas cet été du côté des États-Unis en Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui est monégasque et qui a une valeur marchande d'à peu près 50 millions d'euros, et sous contrat jusqu'en juin 2028 avec son club qui est gaucher, qui peut correspondre parfaitement pour le club du Paris Saint-Germain, c'est Magnès Akliouche. J'ai vu d'ailleurs que le club parisien était en contact avec son entourage. Bon, je pense que c'est absolument parfait, il a 25 ans, il veut jouer au sein du club du Paris Saint-Germain, ça fait déjà 2 saisons qu'on est sur lui, pour remplacer Kang In-lee et puis surtout pour apporter quelque chose de plus stable à cette ligne offensive qui manque cruellement de technicité, mis à part Kvaratskhelia
et Désiré Doué, il manque ce type de joueur-là en Ligue 1 et puis surtout en fin de match en Ligue des Champions. Ce serait un joueur qui pourrait nous apporter énormément de choses, énormément de dangers. C'est un joueur qui est coté à 50 millions d'euros, Monaco en demande 80, je pense qu'on peut le débourser largement, on peut se faire plaisir, on a un budget assez large lors de ce mercato, surtout vu les 15 dépensés sur Sergio Gomez et les 35 voire 40 millions d'euros sur Ferran Torres, je pense pas que ce serait une énormité que de dépenser ça, surtout que c'est le marché actuel et on peut rien y faire, sur Magnès Akliouche qui est un joueur talentueux et très intelligent balle au pied, très cérébral, c'est un joueur qui je pense, et Luis Enrique l'adore, correspondra énormément et parfaitement à la philosophie de jeu de Luis Enrique. Et donc pour remplacer Gang Lee, ce serait selon moi l'option parfaite pour le club du Paris Saint-Germain. J'ai oublié de parler, pour terminer, sur les offensives de Quentin Djantou, qui a un petit peu joué face au Barça et un petit peu joué juste avant face à Auxerre où il a fait ses débuts en professionnel. Je pense que pour lui et pour nous, le mieux ce serait un prêt puisqu'il ne semble pas vraiment dans les plans de Luis Enrique la saison prochaine. Voici donc le visuel de mon mercato parfait pour le Paris Saint-Germain pour la saison 2026-2027. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ainsi qu'à me donner pourquoi pas votre avis en commentaire et à me donner pourquoi pas votre mercato parfait dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de lire tout ça. Quant à nous, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.